bienvenue dans le podcast, Lucas. Merci de m'inviter, Xavier. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir parce que dans The Big Shift, on n'a pas assez parlé de bio. On n'a pas assez parlé d'agriculture d'une façon générale, mais de bio encore plus. On a eu quelques épisodes sur l'agrivoltaïsme, sur l'agriculture régénératrice. Avec Fermenvie, Fève, on a fait quand même le financement de nouveaux modèles agricoles. Mais voilà, j'aimerais qu'on passe du côté un peu consommateur, achat. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment s'est comporté le bio ces dernières années ? Est-ce que c'est toujours aussi cher ? Quels sont les clichés qui lui collent à la peau ? Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? Et donc, pour ça, je suis avec toi, Lucas, et toi, tu es le fondateur de La Fourche, qui est un des premiers magasins bio uniquement en ligne. Et donc, l'idée, c'est de comprendre ce que c'est que ce modèle, et puis comment est-ce que vous faites pour devenir un acteur de référence et qui est en mesure de concurrencer des acteurs traditionnels industriels comme des Carrefour, Leclerc par exemple, pour ne pas les citer. Et voilà, je suis très très content d'enregistrer cet épisode avec toi. Merci, je suis très content également. Et pour commencer, je te propose de te présenter, de me parler un peu de ce projet-là. Est-ce que du coup c'est ton premier projet entrepreneurial quand est-ce que tu as lancé ça ? Alors, La Fourche, donc c'est un magasin bio en ligne qui se bat pour rendre le meilleur du bio accessible à tous, en proposant des réductions qui sont jusqu'à 50% par rapport au prix du marché et qui fonctionnent grâce à un système d'adhésion. Alors moi, j'ai toujours eu cette ambition d'entreprendre. Je pense que j'ai toujours eu un side project, comme on appelait ça, avec l'idée de lancer quelque chose quand au cours de ma carrière. J'ai jamais réussi à mener au bout ces différents projets parce que j'étais toujours en CDI et j'ai jamais eu le temps vraiment de m'y consacrer jusqu'à arriver à mes 30 ans où l'appel du sens et la conviction qu'il fallait mettre toute mon énergie à la transition écologique et agricole m'a fait quitter mon travail et me consacrer à 100% sur ce projet-là. C'était quoi ton travail avant ? Moi, j'ai fait une bonne partie de ma carrière dans des agences de marketing digital, de data appliquées au marketing digital, ce qui m'a grandement servi, une expérience à La Fourche, mais qui était, on va dire, très éloignée de mes valeurs et de mes convictions. Ouais, ok. Parce que je vendais, j'avais Air France ou Accor Hotel comme client et j'optimisais des publicités pour pousser les gens à traverser la planète pour partir une semaine. Je poussais à une consommation qui me paraissait complètement anachronique par rapport à ce qu'on était en train de vivre. Et ça, tu l'as vécu au fur et à mesure de ta carrière ou c'est quelque chose que tu savais déjà dès le début que tu étais un peu en dissonance, mais tu l'as enfoui ? Je savais déjà dès le début parce que moi, j'ai fait mes études dans une école de commerce et on était une des premières générations, donc à HEC, on était une des premières générations à bénéficier d'un programme qui s'appelait... une track, une spécialisation de fin d'année. Ouais. Et c'était la deuxième année où ils en avaient ouvert une qui avait été parrainée par Mohamed Younous, qui s'intéressait à tout ce qui était business bottom of the pyramid, social business, ESS. Donc j'avais fait ma spécialisation de fin d'année déjà convaincu en fait de la nécessité de créer des modèles qui soient différents et qui aient un impact social et environnemental positif. Et en fait, on avait eu plein de témoignages d'entrepreneurs et ma conclusion à la fin de ce track, c'était que c'est vraiment nécessaire de faire ça, mais que c'est d'autant plus compliqué que de monter un business normal parce qu'on se crée des contraintes en plus qui ne sont pas les contraintes des autres acteurs sur le marché. Donc, on est soumis à une compétition qui est un peu plus compliquée. Et donc, quand on sort d'école, on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, je m'étais dit, en fait, je vais construire une expérience en gardant dans l'idée qu'un jour ou l'autre, j'allais sortir un petit peu de la carrière classique pour pouvoir monter un projet fort de cette expérience que j'aurais acquis au cours de mes premières années d'expérience. Quoi. C'est marrant, c'est dangereux quand même parce qu'il y a le risque de se perdre en route et de se dire non mais de toute façon maintenant je suis trop à l'aise, c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure que tu es dans l'escalade de ces carrières qui marchent bien. Économiquement, c'est des carrières qui fonctionnent, donc plus tu avances dedans, parfois plus c'est facile de fermer les yeux, de se dire non vas-y je suis quand même confort là, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller foutre tout ça en l'air pour recommencer quelque chose de zéro ? Tu l'as vécu comment ça ? Ouais, c'est vrai. Moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'était dans les tripes, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai plus pu pas me mentir, mais faire cette pause d'accumulation d'expérience. Au bout d'un moment, je pouvais plus supporter. Et donc, j'ai vraiment quitté tout ça. Mais oui, autour de moi, je vois des gens qui n'ont pas eu ce courage entre guillemets et qui continuent dans un chemin un petit peu plus pépère, mais qui m'ont risqué, c'est sûr, qui correspond moins au fond à leurs attentes profondes. Donc c'est un petit peu dommage. Après, j'ai quand même
j'ai quand même fait en sorte de maintenir un style de vie assez sobre pour que la transition soit pas trop compliquée et que je dois pas en fait me retrouver avec des traites d'appartements à payer ou une grande famille à gérer avec un train de vie à maintenir. Ça c'était pas le cas, et donc c'était relativement facile dans mon cas de se lancer un peu dans l'inconnu de l'entrepreneuriat, quoi. Ok. Et donc c'est quelle date, La Fourche? La Fourche, c'est 2018, lancement de La Fourche, et on a commencé à bosser dessus en 2017 avec mes 2 associés. Quelques mois, et puis on a vraiment commencé début 2018 avec les premiers mois. En fait, c'était des amis, mes associés étaient vraiment des amis, et donc on n'avait jamais bossé ensemble, donc on s'est laissé quelques mois pour voir un peu si on bossait bien ensemble, si je on connais avait bien un peu ça. les mêmes ambitions, la même intensité, et ça s'est super bien passé, et très vite on a coché toutes les étapes du début d'un projet. On valide un peu un BP, on va voir ses potentielles parties prenantes, les fournisseurs, les agriculteurs, quelques consommateurs potentiels, pour voir si ça pourrait marcher, ce modèle qui n'existait pas à l'époque. Donc créer un système d'adhésion, on peut pas acheter sans adhésion, donc il y a quand même un frein à l'entrée à essayer ce modèle, mais qui est vraiment un modèle gagnant-gagnant à la fois pour le consommateur et pour les producteurs. Donc on était assez confiants, quand on a vu que les chiffres fonctionnaient et qu'il y avait relativement de l'enthousiasme autour du projet, on s'est dit que ça pouvait marcher, quoi. Ok, pourquoi le prisme? Tu disais là, juste en introduction, que tu avais absolument besoin que ta transition et le nouveau projet que tu sortes soit sur la partie agricole et sur l'alimentation. Pourquoi ce prisme-là? Alors, c'est pour... ça a été l'objet de nombreuses réflexions, de longues réflexions. Je voulais faire quelque chose, en tout cas, qui servait à la transition écologique, qui aille dans le bon sens, et je me suis intéressé à plusieurs sujets. Il y avait pas mal, j'ai beaucoup réfléchi au secteur de l'énergie, mais je me suis arrêté sur l'alimentation et l'agriculture. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'agriculture, c'est entre 25 et 50% des émissions de gaz à effet de serre. En fonction des études, on s'arrête plutôt autour de 25, mais il y a certaines études qui parlent de beaucoup plus. Donc ça, c'est en ce qui concerne le réchauffement de la planète, mais il y a d'autres limites planétaires. Et l'agriculture est au centre de beaucoup de ces autres limites planétaires qui, pour moi, sont au moins aussi importantes que celles du réchauffement climatique, à savoir, par exemple, la perte de la biodiversité. Et donc, quand on regarde les causes originelles de la perte de biodiversité, c'est principalement l'agriculture, l'épandage de pesticides, l'accaparement des terres, la destruction des habitats naturels. Et donc, ça me paraissait être un secteur qui touchait à énormément de limites écologiques, sur lesquelles il fallait profondément agir, et aussi sur lequel, moi, personnellement, je pouvais facilement m'associer, c'était concret pour moi, parce que on est tous des consommateurs. On a, en plus, nous les 3 associés, on est issus de familles de province, on n'est pas du tout des Parisiens, et on a eu accès à une bonne alimentation quand on a eu la chance d'avoir accès à une bonne alimentation quand on était jeune. Moi, j'ai des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs dans ma famille, donc j'étais assez proche de tout ça. Et c'est des business qui sont souvent B2C. Et donc ça correspondait bien aussi à l'orientation que j'avais envie de donner aussi professionnelle à ma carrière. Je trouve ça plus intéressant. Les business B2C que les business B2B, c'est plus compliqué. Mais d'un point de vue marketing, en tant que marketeur, parce que c'était ce en quoi je m'étais spécialisé, c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve, de s'adresser à des consommateurs qui peuvent être ses amis, ses parents, sa famille, plutôt qu'à d'autres business. Donc il y a une histoire de challenge un peu qui est plus intéressant. Je comprends ce point-là, effectivement. Si on fait un petit saut là et qu'on commence à parler du marché du bio, agriculture, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc on a parlé pendant 2-3 ans là de retour en arrière du bio, de effondrement des ventes, du fait qu'il y avait plein de boîtes qui mouraient justement sur ce marché-là, des agriculteurs qui n'arrivaient pas à en vivre, des grandes enseignes de distribution qui se fournissent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que pendant Covid, on avait l'impression que tout le monde revenait à une alimentation saine, on avait l'impression que c'était un peu la base, où tout le monde se disait c'est bon, enfin il y avait le fameux je vais faire mon pain. Qu'est-ce qui s'est passé après Covid pour qu'il y ait ce retour en arrière un peu drastique pour tous les acteurs du bio?
La raison est relativement simple, hein, c'est vraiment une question d'inflation. Le budget des Français s'est retrouvé de plus en plus contraint. Donc il y a eu la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation aussi du prix des denrées alimentaires parce que les produits conventionnels qui ont le plus augmenté, hein, à savoir que le bio a beaucoup moins augmenté, les prix du bio ont beaucoup moins subi l'inflation que les produits conventionnels. Pourquoi ? Parce que les prix du bio ne dépendent pas de pesticides et d'engrais qui sont importés et qui sont des sous-dérivés du gaz russe notamment. Donc il y a une forte inflation. De l'azote d'ailleurs, c'est ça ? Exactement. Et donc il y a une forte inflation sur les produits alimentaires et donc les Français contraints, avec un budget contraint, se sont tout naturellement en fait orientés vers des produits qui sont moins chers et donc des produits conventionnels. Il y a un deuxième facteur aussi qui a été identifié. Bon, ça c'est pas moi qui en parle, hein, c'est des études qui ont été faites sur le sujet. C'est la perte de repère un petit peu des consommateurs français vis-à-vis de la multiplication des labels qui arrivent sur le marché. Donc il y a le label bio qui est très identifié, mais il y a eu des labels qui ont été poussés par le gouvernement et qui ont mené un petit peu à une complexification du panel des labels. Il y a eu le label zéro pesticide, il y a eu le label haute valeur environnementale, qui sont beaucoup moins exigeants que le label bio, qui ont beaucoup moins d'intérêt pour l'environnement et pour la santé, mais voilà, qui ont commencé à instiller une espèce de doute sur ce qui se cachait derrière le label bio. Et il y a beaucoup de désinformation autour de ce label, de gens qui pensent que en fait finalement ce n'est qu'une manière de faire payer plus cher des produits qui sont similaires. Moi j'ai entendu qu'on avait le droit de mettre du pesticide à un certain niveau dans le bio, info, intox, alors, c'est quoi la définition du label bio, il y a une multitude de critères, mais globalement, c'est l'interdiction de pesticides chimiques. Okay. Donc, des pesticides naturels sont autorisés, ce qui est d'ailleurs beaucoup critiqué par nombre d'agriculteurs bio qui voudraient qu'on aille un peu plus loin dans la démarche. Par exemple, le cuivre pour les vignes, la bouillie bordelaise, qui n'est pas très bonne pour le sol, qui est un pesticide naturel, mais qui est relativement nocif et toxique, est autorisé dans les vignes. Donc on peut en retrouver. Après, il s'avère que c'est quelque chose qui est épandu dans la terre, qui se retrouve peu sur le fruit en lui-même, mais pour la terre en l'occurrence c'est assez mauvais. Mais il y a quelques pesticides comme ça qui sont autorisés. Après ce qu'il faut comprendre, c'est que le label bio, c'est un ensemble de prérogatives et d'obligations qui vont de pas de pesticides chimiques. Il y a en ce qui concerne tout ce qui est les produits animaux, par exemple les œufs bio, ce sont des œufs plein air avec un niveau d'engagement qui est supérieur. Que tous les produits qui sont donnés à manger aux poules sont bio. Il faut que toute la chaîne soit bio. Ouais. Donc les animaux bio sont nourris avec des produits bio. Ils ont plus d'espace. Les vaches, par exemple, sont obligées de passer la moitié de l'année en plein air. On peut pas avoir des poules élevées au sol bio, ça marche pas. Ça. C'est impossible. Ça ne vient que en sus. Même si toute leur alimentation est bio. Tout à fait. Okay. Il y a des critères en fait qui vont au-delà des pesticides. Il y a des critères de localité des achats. Il y a une multitude de critères. Il y a par exemple on parle souvent des additifs alimentaires, ces fameux E420 qu'on retrouve dans les listes d'ingrédients. Et on a l'impression qu'on a besoin d'être un chimiste pour décoder en fait une liste d'ingrédients de produits qu'on mange au quotidien. Dans le conventionnel, il y a à peu près un peu plus de je vais pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs centaines d'additifs, je ne sais plus, c'est entre 400 ou 600 qui sont autorisés. En bio, c'est entre 50 et 100, et c'est ceux qui sont considérés comme vraiment sans nocivité, sans problème pour la santé. Donc voilà, le label bio va vraiment sur tous ces aspects-là, et il faut savoir qu'il y a d'autres labels aussi en France, parce qu'en fait, il y a eu une harmonisation dans les années 90 du label bio européenne. Il y avait des pays qui avaient des historiques d'agriculture qui étaient différents. Et donc, il y a des pays qui venaient d'arriver, qui avaient une agriculture qui était avec un historique de bio qui était moins important que l'Allemagne, pays historique du bio, et la France également. Et donc, en fait, il y a des agriculteurs qui ont vu le label bio dans le cadre d'une harmonisation européenne
en France, avoir des niveaux d'exigence qui sont un petit peu baissés pour pouvoir accueillir d'autres pays qui étaient un peu à la traîne. Ils ont construit d'autres labels, ils ont créé d'autres labels qui ont le même niveau d'exigence que le label bio historique. Je pense à Biocohérent, je pense au label Déméter, je pense au label Nature et Progrès, par exemple. Et donc, c'est des labels qu'on pousse énormément. En fait, pour nous, le bio, c'est vraiment un minimum. Et on entend souvent des agriculteurs dire c'est vraiment c'est compliqué le bio parce qu'on doit payer. Même pour les petits agriculteurs qui font peu de revenus, on doit payer un organisme certificateur pour pouvoir assurer que un audit externe, quoi. Exactement. Et je comprends tout à fait cet agacement. En fait, notre système marche un peu sur la tête puisque c'est ceux qui font bien les choses qui doivent prouver qu'ils font bien les choses, plutôt que les agriculteurs conventionnels qui épandent des pesticides, qui détruisent les sols, qui ravagent la biodiversité. Donc il faudrait qu'un audit ce soit un audit global et que soit des auditeurs qui passent, qui auditent de façon un peu aléatoire des exploitations et qu'en fonction des résultats des audits, que ça attribue de façon un peu automatique un label ou un autre en fonction du niveau de qualité de production, quoi. Exactement, il faudrait faire supporter le coût de cet audit en fait à l'intégralité des agriculteurs et pas seulement des agriculteurs bio qui font mieux les choses et qu'en fait comme ça le coût deviendrait minime pour les agriculteurs bio. Mais bon voilà, il s'avère que c'est comme ça et en fait l'organisme certificateur, le label, ce sont les seules manières de s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Sans ça, on peut dire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de répondre aux consommateurs qui doutent du bio, c'est de leur dire, en fait, c'est absolument extrêmement contrôlé, le bio. Nous, on se fait contrôler tous les ans. On est producteur et distributeur, transformateur et distributeur, pardon. Donc on transforme, par exemple, on ensage du vrac. Donc on achète des bacs de 1 kg, de 1 tonne d'amandes qu'on va mettre dans des petits sachets. Pour faire ça, pour manipuler, en fait, pour vérifier qu'on change pas en fait la matière première, il faut avoir un organisme certificateur qui vient. L'ensemble de nos producteurs sont certifiés, et ça c'est l'assurance en fait d'une qualité. C'est l'assurance justement de l'absence de pesticides chimiques. C'est l'assurance de produits qui sont bien meilleurs pour la santé. Et si on veut s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, on est un peu obligé de passer par ça, quoi, par des contrôles. Donc il y a quand même le retour en arrière, il est quand même expliqué par le fait que les gens comprennent plus ou ont beaucoup de défiance envers une sorte de greenwashing potentiel du label bio, quoi. Il y a eu tout à fait et j'ai l'impression que ça a été aussi beaucoup utilisé par les tenants du conventionnel en disant non mais le bio c'est n'importe quoi, c'est juste une manière de nous vendre plus cher des produits. Alors ce qui est vrai aussi, et c'est pour ça que nous, La Fourche, on est plutôt bien passé, c'est qu'il y a des surmarges qui sont pratiquées par les distributeurs sur les produits bio. Et ce qui est une aberration absolue aussi, parce qu'encore une fois, ce sont les produits les meilleurs pour la santé, les meilleurs pour l'environnement, qui sont les plus taxés par la marge du distributeur. Pourquoi ? Parce que, en fait, 80% des produits d'appel en supermarché, ce sont des produits ultra transformés qui sont fabriqués par quelques entreprises, une poignée d'entreprises, Coca-Cola, Mars, Unilever. En gros, il y a 12 acteurs. Il me semble il y a 12 acteurs principaux qui contrôlent 95% de ce qu'on trouve en supermarché. Exactement. Et donc, ce sont des acteurs qui sont multinationaux, qui ont une force de frappe et de négociation qui est absolument faramineuse et qui ont tellement aussi des budgets marketing faramineux qu'ils sont rentrés dans la tête des consommateurs. Et donc le consommateur, quand il arrive dans un supermarché, c'est son point de comparaison. Il va regarder si la bouteille de Coca, elle est aussi peu chère que dans le supermarché d'à côté. Il va regarder si son hachis parmentier, etc. Et donc les distributeurs, ils n'ont pas vraiment le choix que de marger au minimum sur ces produits. Parce qu'ils sont face à des acteurs qui sont plus gros qu'eux, même Carrefour Leclerc, ils sont plus petits que ces grands acteurs de l'agroalimentaire. Et en fait, les marges dans la distribution sont quand même relativement faibles. C'est pas un business de forte marge. Et donc, pour se rattraper, pour s'assurer quand même une viabilité financière, ils se rattrapent en fait sur les produits qu'ils considèrent comme de luxe ou non essentiels. Et donc, les produits bio. Et donc, ils vont surmarger sur cette part de leur assortiment pour pouvoir maintenir des marges très faibles face à des Coca-Cola. Et donc, nous, comme on n'a pas tous ces produits ultra transformés, de ce non bio, on peut se permettre de diminuer nos marges sur un assortiment qui est en fait dédié à des produits entre guillemets bio et donc meilleurs pour la santé et l'environnement, mais qui sont considérés comme un peu des produits un peu plus réservés aux élites par les supermarchés. Et nous, notre ambition, c'est de se dire, en fait, comment rendre ces produits-là accessibles à tout un chacun, quoi, et pas seulement aux 10% des plus privilégiés. Et donc vous
vous vous positionnez pas vraiment en logique de reconquérir les consommateurs qu'on a perdus sur le bio dans les années 2022-2023, mais plutôt essayer d'aller choper une part de marché encore plus, enfin plutôt de la démocratisation, quoi. Plutôt que de reconquérir dans le cœur des déçus. Bah, il y a un peu des deux. Quand on est le magasin le bio le moins cher de France, forcément on parle à différentes catégories de la population. Nous, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 80% de nos adhérents en fait qui font leurs courses exclusivement en supermarché, qui sont jamais allés dans des magasins spécialisés. Voilà, en France, on a des magasins bio qui sont un circuit de distribution qui est complètement à part et hermétique avec celui de la grande distribution. C'est des marques différentes, c'est des recettes différentes, c'est des niveaux de qualité qui sont bien supérieurs. Et en fait, nous, on s'adresse vraiment à des gens qui, soit par manque d'intérêt, manque de connaissances, éloignement géographique, contraintes budgétaires, n'avaient jamais en fait passé la porte d'un Biocoop ou d'un Naturalia, et c'est en ça qu'on étend en fait le marché du bio et que on est très copains avec les distributeurs bio, parce qu'en fait notre ennemi il est commun, notre ennemi c'est la grande distribution, et nous notre ennemi c'est le voyage bimensuel en voiture. On va remplir à ras-bord son coffre dans un hypermarché de centre-ville qui en plus a artificialisé la moitié des terres arables du coin. Nous, on veut remplacer ça par un entrepôt central en France qui va livrer des millions de consommateurs, en plus avec un impact carbone réduit. On pourrait y revenir, mais on va revenir sur le modèle. Effectivement, toi, tu as l'impression que vous changez quand même des habitudes d'achat, que vous n'êtes pas juste en train de surfer sur une sorte de niche militante, parce qu'aujourd'hui, qui sont vraiment les acheteurs de la fourche? Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà très convaincus, ou est-ce que justement, là tu disais, on est le magasin bio le moins cher de France, est-ce que du coup vos acheteurs sont vraiment des citoyens lambda et pas uniquement des citoyens engagés déjà? Ou est-ce que vous êtes quand même déjà sur une niche spécifique? Je pense que comme tout business, au départ on s'est lancé sur une niche, puisqu'on avait un service, au tout début on a tout fait nous-mêmes avec mes associés. On avait un service qui marchait à moitié, un site qui buguait tous les 3 clics, 400, on a commencé avec 400 produits, donc l'offre n'était pas hyper alléchante, pourtant le prix de l'adhésion était le même. Donc là on a commencé vraiment avec des gens qui voulaient s'engager, avec une vision très militante de la consommation. Et en fait, au fur et à mesure où notre service s'est amélioré, notre catalogue s'est étendu, où nos prix ont baissé, on s'adresse vraiment aux Français moyens. Un autre chiffre qui peut illustrer ça, c'est que en moyenne, quand les gens nous rejoignent, 20% de leur alimentation est bio. Au bout d'un an, ils sont passés à 80%. Donc on est vraiment sur une accentuation de la quantité de produits bio qu'on va avoir dans une alimentation. 20%, ça reste supérieur à la moyenne française. La moyenne française, c'est 6% aujourd'hui. Mais quand on demande aux Français, il y a à peu près 2 Français sur 3 qui consomment au moins un produit bio par mois. Donc en fait, le bio, il est déjà rentré dans les habitudes de 2 tiers de la population. C'est juste que les gens, ils vont choisir quelques produits. Ils n'ont pas le réflexe et ils n'ont pas la bourse pour pouvoir se dire, en fait, je vais faire toutes mes courses à Biocoop, c'est un peu trop cher. Et donc nous, grâce à nos systèmes, en fait, ils se rendent compte que ils peuvent switcher de 20%, 10% de consommation bio à 70, 80, 90. Et c'est tout l'enjeu de notre modèle, en fait. C'est les gens rentrent pour le prix. On le voit parce qu'on teste plein de publicités en ligne. L'argument qui marche le mieux, c'est on est moins cher, on est 40% moins cher, des exemples, des comparaisons de produits, etc. Et en fait, au bout d'un an, quand on leur demande pourquoi ils restent, évidemment, ils se rendent compte qu'ils font des économies, mais ils restent parce qu'au bout d'un an, on a eu le temps de leur fournir énormément de contenu et de faire énormément de pédagogie sur l'intérêt de consommer bio, à la fois pour eux, pour leur santé, pour l'environnement. Et en fait, ils restent parce que c'est pratique. En fait, de plus aller en supermarché, de plus faire ses courses, de plus attendre faire la queue à la caisse, de plus regarder des rayons infinis, et de se faire livrer chez soi, et parce que ils le font pour l'engagement qu'on leur a démontré qu'on mettait en place, et pour toutes les démarches qu'on développe en termes d'engagement à la fourche. Alors, c'est quand même assez fou parce que vous venez de lever 31 millions d'euros dans un contexte où
le bio était plutôt en perte de vitesse. En tout cas, j'imagine que vous avez commencé à faire votre tournée de la levée pour aller chercher des investisseurs à ce moment-là, même si aujourd'hui, il y a un petit regain quand même sur certains acteurs. Vous avez réussi à lever 31 millions, donc dans un contexte du bio qui n'est pas incroyable, et surtout dans un contexte de levée de fonds globalement qui n'est pas incroyable non plus. C'est-à-dire que l'âge d'or des levées qui faisaient des dizaines de millions d'euros, c'était plutôt il y a 2-3 ans aussi, mais pas trop cette année ou l'année dernière, quoi. Comment est-ce que tu expliques ça ? Et je ne sais pas si tu as le droit de partager aussi qui investit dans la fourche, qui sont les acteurs qui, en gros, se disent ça va prendre. Ouais, tout à fait. Je me souviens que il y a quelques années, en effet, il n'y avait pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle licorne en France. Tu veux un peu de tisane ou pas ? Allez. Vas-y, je te sers. Tu peux continuer à répondre. Merci. Il y a en effet quelques années, quand on regardait le marché, il n'y avait pas une semaine sans qu'il y ait une annonce d'une nouvelle licorne en France. Ouais. Ça en devenait limite ridicule quand on revoit les résultats quelques années après. Mais bon, il y a plein de belles entreprises qui ont été créées, qui sont aujourd'hui, qui fonctionnent très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 années noires du bio après des décennies de croissance. Il y a eu 2022 où on était à peu près à moins 8,6% de la consommation bio en volume en France, et 2023 où c'était moins 10. C'est la première fois, et en fait, ça a pris tout le monde de court parce que on était sur un marché qui était historiquement en croissance à 2 chiffres quasiment d'année en année. Ouais. Donc, c'était pas un réflexe parmi les distributeurs bio de penser décroissance, de penser en fait contraction du marché. Donc il y a eu énormément de fermetures de magasins. Bon, ça. Nous, on siège au Synadis, qui est le syndicat des distributeurs bio, donc on a vraiment assisté à ça de près. Mais il s'avère que pendant cette période, nous, on n'a jamais autant cru. On a un modèle qui est un peu contre-cyclique. C'est quand le marché faisait moins 10, en 2023, on a fait 76% de croissance. Quand le marché faisait moins 8, on a fait 43% de croissance. En fait, nous, on a continué notre trajectoire de croissance parce que notre modèle, il marche bien. Quand il n'y a pas de contraction inflationniste en France et que en fait on attire des gens qui allaient au supermarché, et que quand il y a une contraction, en fait on attire des gens aussi qui allent au supermarché, mais aussi des gens qui n'ont plus les moyens d'aller en magasin bio, quoi. Donc il y a cet effet où en fait nous on a continué notre trajectoire de croissance, et en fait ce qui a séduit et ce qui a continué, parce que c'était notre série C. Donc c'était notre 4e levée de fonds. Il faut savoir que on est sur souvent les gens nous disent mais pourquoi vous levez des fonds ? Moi j'ai envie de répondre, ce n'est pas par volonté ou par plaisir. Ça apporte énormément de contraintes, mais on est dans un business où on n'a pas le choix parce qu'en fait on est pas rentable jusqu'à atteindre un certain seuil de volume de chiffre d'affaires. Et donc si jamais on voulait bootstrapper, comme on dit, créer sans fonds, sans investissement extérieur, sur nos propres deniers, exactement, on n'aurait pas pu créer ce business-là, parce qu'on n'aurait jamais pu concurrencer en termes de prix des enseignes qui font des milliards d'achats et du coup qui ont des conditions de négociation avec toutes leurs parties prenantes qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc on était obligé en fait de lever des fonds pour financer nos pertes pendant les années de croissance, jusqu'à arriver à un certain seuil où en fait on est à l'équilibre et ça marche. Donc là on y est presque. Et ce qui a séduit, peut-être que je peux parler du modèle, ce qui a séduit nos investisseurs en fait, c'est vraiment notre modèle qui est relativement sain, dans le sens où donc nous voilà, on propose des produits qui sont jusqu'à 50% moins cher en moyenne, exactement, et c'est calculé par un cabinet indépendant, un panéliste qui fait des relevés de prix dans des enseignes en France qui sont des enseignes de la distribution spécialisée et aussi des enseignes GMS, donc il y a Leclerc dedans, qui est le magasin le moins cher de France, le supermarché le moins cher de France. Et donc on fait des relevés sur tous des produits équivalents, donc des produits bio équivalents. On est exactement 22% moins cher en moyenne que ce que vous allez retrouver en France sur des produits équivalents. Comment on fait ? Donc il y a plusieurs éléments. Le premier, et c'est vraiment le plus important, c'est notre modèle d'adhésion. En fait, on échange de la fidélité contre du pouvoir d'achat. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est à la fois gagnant pour le consommateur, à la fois gagnant pour le producteur, parce qu'on le fait sans jamais mettre la pression sur les producteurs. Quand vous achetez un produit sur Internet, il faut savoir qu'il y a à peu près 20% du prix de ce que vous achetez qui va tomber dans la poche des GAFA, Meta et Google dans notre cas principalement, qui part ensuite en Irlande, qui n'est pas taxé. Donc quand on parle voilà, de souveraineté européenne, je pense que c'est important de préciser qu'il y a des modèles qui permettent un petit peu d'éviter
la soumission à ces plateformes. Donc nous, cette part de 20%, on va la réduire à 4-5%. Pourquoi ? Un site de e-commerce, il va devoir faire la publicité en permanence pour faire venir et revenir ses consommateurs sur son site, parce qu'il y a peu de fidélisation en fait sur Internet. C'est très facile de comparer, on peut ouvrir plusieurs onglets, on va aller au moins cher, on sait qu'on va se faire livrer, et c'est d'autant plus important sur la distribution alimentaire, ou même quand on regarde est-ce que les gens sont fidèles à leur enseigne. Pas du tout en fait, les gens vont dans le magasin qui est à côté de chez eux ou le magasin devant lequel ils passent, ils vont pas se dire non je vais toujours chez Leclerc parce que c'est mon préféré, non. Il y a vraiment cette logique géographique, et sur Internet en fait c'est vraiment d'opportunisme, de c'est quoi le moins cher à ce moment, est-ce qu'il y a des réductions, tiens il y a des réductions en ce moment sur telle enseigne, je vais y aller. Donc il y a peu de fidélité, donc les sites de e-commerce sont obligés de faire énormément de publicité. L'avantage chez nous c'est qu'on fait une fois de la publicité, l'adhérent vient, prend son adhésion pour 1 an et ensuite c'est fini. Nous on ne parle que via des emails ou des push notifications. Il n'y a plus jamais 1 centime qui tombe dans la poche de Google et de Facebook pour s'adresser à des adhérents Lafourche. Et donc en fait ça diminue énormément nos coûts, et donc ces économies-là, ces 15%-là, on les reverse à nos adhérents sous forme d'économie. Ça c'est un petit peu comment éviter la taxe finalement des monopolistiques des GAFAM, pour la redistribuer aux consommateurs. Le deuxième élément, c'est que nous, on est plus un sélectionneur qu'un distributeur. Quand vous allez dans un magasin en général, ça c'est des termes un petit peu de distribution, mais voilà, il y a la largeur de gamme et profondeur de gamme. La largeur de gamme, c'est est-ce que j'ai des produits qui correspondent à tous les besoins des consommateurs. Moi j'aime la grenadine, donc j'ai envie d'avoir un sirop de grenadine. Moi j'aime le cassis, j'ai envie d'avoir un sirop de cassis. Très bien. Ensuite, la profondeur de gamme, c'est combien vous allez avoir de références similaires pour un même produit, une même unité de besoin. Donc est-ce que j'ai 5 marques de grenadine ou est-ce que j'en ai 1 ou 2 ? Et en fait, en général, la GMS et les sites de e-commerce, ils vont toujours aller vers la long tail. Donc c'est cette part du catalogue qui est peu commandée, mais qui correspond à des besoins très particuliers. Et donc, ils vont multiplier la profondeur du catalogue en proposant plein de marques différentes pour le même besoin. Mais nous, on a fait le choix, en fait, à chaque fois de choisir un producteur. On va faire notre sélection, on a un cahier des charges qui est très strict. On va choisir un producteur qui est le meilleur pour sa rémunération des agriculteurs, la qualité de ses produits évidemment, ses pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, sa gestion des déchets. Enfin, il y a un ensemble de critères qu'on regarde. Si les recettes sont bonnes, si les produits qu'ils proposent sont peu transformés, sans trop de sucre ajouté, sans trop de graisse, etc. Donc on regarde tout ça. Et on va dire, ok, ce producteur-là, c'est le meilleur. En fait, ça va être le seul avec lequel on va travailler. Un sirop de grenadine. On aura un sirop de grenadine. On a surtout un producteur qui va nous fournir souvent le sirop de grenadine, le sirop de cassis. Sur l'ensemble des unités de besoin, on va essayer de trouver un producteur qui est le meilleur. Et cette dépendance, elle est pas dangereuse pour vous ? Non, parce que je pense que en fait, dans le cadre des grandes enseignes de la distribution, donc les GMS, leur intérêt, c'est d'essayer de se protéger contre des ruptures de stock, et donc d'avoir plein de canaux d'acquisition de produits différents qui leur permettent du coup d'être toujours achalandés, d'être certains d'avoir de la quantité, etc. C'est pas tellement les ruptures de stock le plus problématique, c'est en fait ton pouvoir de négociation avec tes producteurs. Ouais. Et en fait, la GMS est connue pour mettre une pression monumentale sur les producteurs, alors que nous, en fait, on va concentrer, mais leurs achats sont dilapidés auprès d'une multitude de producteurs. Alors que nous, on a des volumes qui sont bien moindres, mais en fait, en termes d'achat par producteur, on peut rentrer en compétition avec des grandes enseignes parce qu'on concentre l'intégralité de nos achats. Donc, on va avoir des conditions qui sont intéressantes sans mettre en concurrence les producteurs entre eux. Et du coup, voilà, va avoir des achats qui sont intéressants. Et sur la sélection aussi du catalogue, il y a toute une dimension qui est pensée pour favoriser les économies. Et en cela, il y a 3 aspects, je dirais. Le premier, c'est les gros formats. On est un des plus gros vendeurs de gros formats en France. On vend des paquets de 5 kilos de pâtes, des 3 litres d'huile d'olive. Alors, ça a à la fois un intérêt parce que y a moins d'emballage, donc écologique, mais du coup, moins d'emballage par matière. Du coup, c'est moins cher parce qu'il y a moins de travail pour impacter tout ça. Ensuite, on a une offre anti-gaspi qui représente de 5 à 10% de notre chiffre d'affaires, qui est quand même relativement... Pour revenir sur les volumes, j'imagine que c'est possible aussi parce que vous êtes en livraison
parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'auraient pas envie de se trimballer avec 3 kilos d'huile d'olive Tout à fait. Pour rentrer chez eux et monter leurs 2 étages. Exactement, c'est grandement facilité par notre système de livraison. Ensuite, je te parlais de l'anti-gaspi. Donc, on a lancé une offre anti-gaspi. Alors, il faut savoir que la majeure partie du gaspillage alimentaire en France, il intervient chez les producteurs. C'est pas, on a tous en tête Too Good To Go, qui a fait un super travail sur le gaspillage alimentaire chez le distributeur. Lucie Bache, la fondatrice de Too Good To Go, à les retrouver sur The Big Shift, évidemment. Phoenix aussi, Jean Moreau, sur le même sujet, mais plutôt acteur B2B du coup, lui. Exactement. Donc ils ont fait un travail absolument génial sur l'aval en fait de la chaîne, donc au niveau de la distribution, donc dans les supermarchés, dans les restaurants, dans les boulangeries, etc. Il y a une bonne partie du gaspillage qui se fait à la maison chez le consommateur, mais en fait la plus grande partie du gaspillage, elle est chez le producteur. Parce que en fait les produits sont pas calibrés, parce qu'il y a des problèmes esthétiques, parce que les dates de durabilité minimale en fait arrivent trop proches, donc les distributeurs les refusent. Si vous n'avez pas 3 mois entre la fin de la date de durabilité minimale et le moment où le distributeur reçoit le stock, il peut refuser. 3 mois, pour certains produits, c'est vraiment beaucoup. Nous, les produits, on les reçoit, ils partent dans la semaine. On n'a pas besoin de les garder, de s'assurer de 3 mois, en fait. Et surtout que c'est des dates de durabilité minimale, c'est pas des dates de péremption. Donc là, on parle de produits, on peut les manger bien après la fin de cette date. Nous, on a eu des trucs aberrants, comme en fait, des lentilles corail qui n'étaient pas assez couleur corail. Et donc, il y avait des tonnes de lentilles qui partent à la poubelle parce que les distributeurs disaient ah non, c'est pas assez couleur corail, nous on veut des lentilles vraiment couleur corail. Ou c'est des problèmes de packaging. Il y a un producteur qui fait une opération spéciale pour les 100 ans de sa gamme de biscuits ou son huile d'olive. Il n'arrive pas à l'écouler l'année. Ouais. Et donc après, c'est les 101 ans, donc il peut plus vendre. C'est que des trucs aberrants comme ça. Donc on a des produits qui sont tout à fait bons pour qui sont tout à fait bons pour être consommés et qui sont jusqu'à 70% moins chers. Donc ça permet aux gens d'économiser un peu plus. Et le dernier élément, c'est le vrac. Nous, on est un distributeur de vrac, on est le plus grand distributeur de vrac en ligne. Et en fait, là-dessus, on ne pourra jamais se faire concurrencer par la GMS, les supermarchés et même la distribution en magasin. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement cher ces produits en magasin, parce qu'il y a une perte très importante qui est liée aux consommateurs. Il suffit que c'est des produits qui sont quand même relativement chers et souvent, en fait, vous n'avez pas le poids qui est indiqué quand vous remplissez votre sachet, et puis vous mettez, voilà, elles ont l'air super, c'est noix de cajou enrobée de chocolat, je vais m'en prendre un sachet, et puis ensuite on va peser le sachet, et en fait ça fait 500 grammes, et j'en ai pour 25 € de noix de cajou, et oula, ça fait un peu cher, je vais reposer. Et ben en fait ce sachet il part à la poubelle, parce qu'il a été manipulé par un consommateur, donc légalement il peut pas être remis en vente, et donc comme c'est quand même des produits à forte valeur, bah, ça fait des pertes qui sont monstrueuses et nous on n'a pas ces pertes à l'entrepôt puisqu'on sait en sachet, le consommateur achète après l'ensachage directement, hein, ça reste quelques heures, mais on produit en fait par batch et donc on a des tarifs de vrac qui sont les moins chers de France. Et là-dessus on pourra pas se faire concurrencer. Donc tous ces éléments là, le modèle, l'économie sur le marketing, les achats groupés en volume sur peu de producteurs et en fait un catalogue qui est pensé économie nous permettent d'arriver à des niveaux de 22% d'économie jusqu'à 50% et 70% pour l'anti-gaspi. Est-ce que vous pouvez avoir des concurrents sur ce marché ? Aujourd'hui, vous êtes tout seul sur ce créneau spécifique. Vous êtes en train, notamment avec les 31 millions, de vous développer dans d'autres pays. Est-ce que les autres pays réagissent un peu comme la France ? Donc tu disais que l'Allemagne et la France étaient un peu leaders en bio au niveau européen. Est-ce que vous pouvez avoir des concurrents sur ce secteur-là ? Pour moi, nos vrais concurrents, c'est le drive. En France, on est un des pays... Le drive n'existe pas dans les autres pays européens. C'est une spécificité française qui est liée à l'utilisation importante de la voiture et en fait à l'éclatement géographique des villes françaises. C'est quelque chose que vous feriez, ça, dans votre entrepôt ou pas ? Non, parce que c'est vraiment pas notre modèle. Nous, notre entrepôt, il est à Mitry-Mory, dans une zone qui est relativement peu dense. Donc, il y a peu de gens qui passeraient. Et nous, on croit à un modèle, en fait, qui est vertueux sur toute la chaîne et donc qui limite aussi son empreinte écologique en limitant son empreinte géographique. En fait, démultiplier
aux alentours des villes, artificialiser encore des terres pour mettre des points de drive. En fait, c'est pas le monde dans lequel c'est pas le monde que j'ai envie de pousser. Et pour ça, la livraison, ça reste quand même un bon modèle. D'un point de vue, ça paraît contre-intuitif de se dire que livrer depuis un entrepôt, on a tous en tête l'ubérisation en gros de la livraison de la nourriture au quotidien, etc. Et on sait globalement que par rapport à ça, il vaut mieux aller faire ses courses en magasin. Là, tu es en train de dire que quand on commande la fourche, il vaut mieux commander en ligne et se faire livrer d'un point de vue empreinte environnementale de la livraison plutôt que d'aller à un magasin proche, pas trop loin de chez soi. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est hyper contre-intuitif et je veux bien qu'on passe quelques minutes dessus parce que c'est intéressant. Nous, c'est quelque chose qu'on avait regardé dès le début parce qu'on ne voulait pas justement pousser à des modes de consommation qui soient délétères pour l'environnement. Et il y avait déjà à l'époque pas mal d'études de la Poste, de cabinets de conseil sur l'impact de la livraison qui étaient plutôt en faveur de la livraison. En disant, en fait, paradoxalement, en fait, la livraison a un impact moins important que l'achat en magasin. Et pour vraiment enfoncer le clou, on a fait une étude qui était dédiée à notre modèle à nous, donc qui a des spécificités suivantes. En fait, ce qui joue énormément, c'est est-ce que la livraison est rapide ou pas ? Est-ce que le panier moyen est important ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de retours ou pas ? En fait, plus il y a de retours, plus l'impact est important, parce que ça fait 2 trajets au lieu d'un. Plus c'est une livraison qui est rapide, plus l'impact est important, parce que en fait, il faut des camions sont moins remplis, c'est moins optimisé, on n'attend pas pour remplir le camion, on va faire rouler des camions qui sont un peu plus vides, ou avoir des plus petits camions, ce genre de choses. Et le premier et l'élément sur du panier moyen, en fait, plus on fait transiter des gros colis, plus l'impact est amorti par rapport... Le coût de transport à la tonne est limité. Voilà. Et là, du coup, la distance par rapport à l'entrepôt, si vous avez un entrepôt central en France, ça change pas grand-chose pour le coup. Ça change pas grand-chose parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intégralité des magasins en France se font souvent livrer par une centrale d'achat qui est unique en France. Alors, ça dépend, il y en a peut-être 2, 3, 4. C'est toujours en comparaison, mais en fait, votre magasin, c'est comme un point relais de la Poste. Il se fait livrer d'une centrale d'achat parce que, en fait, pour avoir les meilleurs prix, les acheteurs, en fait, se font livrer au même point. En fait, la négociation fonctionne sur un volume de livraison à un endroit. Donc, en fait, Carrefour, il va faire ses achats et en fait, ça va transiter par sa centrale d'achat et ensuite, ça va être réparti dans l'ensemble des magasins Carrefour et ça pour la plupart des distributeurs. Donc, en fait, votre magasin, il se fait livrer de la même manière que se fait livrer votre point relais qui est dans votre ville. Votre point relais de la Poste, centre de distribution ou point relais. Ensuite, ce qui compte, la vraie différence, c'est le last mile. Comment, en fait, le produit transite de ce point relais ou du magasin jusqu'à chez vous. Il faut savoir que, en France, en moyenne, 50% des gens vont faire leurs courses en voiture. Donc, quand vous imaginez 100 paniers, 100 courses, il y a 50 voitures qui se déplacent pour faire 100 courses en France, VS un camion qui va pouvoir faire 100 personnes dans une même tournée. Donc même si le camion il va rouler peut-être 8 heures au lieu de rouler une demi-heure pour chaque voiture, c'est quand même 50 voitures. Donc en fait, quand on additionne, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un camion. Et je vais aller même plus loin, parce que l'étude a montré qu'il vaut mieux aller se faire livrer que d'aller faire ses courses à pied ou en vélo. C'était la question que j'allais poser, parce que moi, le magasin, il est au pied de chez moi. A priori, j'en ai pour 3 minutes. Même, je pense, en oxygène respiré, c'est limité, tu vois. Est-ce qu'il y a un vrai avantage ? Et je pense qu'il y a quand même une grande partie des Parisiens qui sont pas équipés de voiture ou qui vont faire leurs courses à pied. Est-ce que ça a vraiment un sens, quoi ? Oui, et c'est 53% pour être parfaitement exact d'impact carbone en moins quand on se fait livrer plutôt que d'aller faire ses courses à pied ou en vélo, donc en dépensant zéro gaz à effet de serre pour y aller. Pourquoi ? Parce que dans la balance doit être pris en compte l'impact du magasin en tant que tel. Et en fait, votre magasin, il est climatisé toute l'année, chauffé en hiver, éclairé, il y a des frigos, il y a des congélos. Et tout ça, ça a une empreinte environnementale qui est très forte en comparaison avec un schéma logistique qui est optimisé du point relais et surtout des infrastructures de point relais qui sont déjà existantes pour d'autres systèmes de livraison. Vous faites que de l'épicerie ou vous faites tout du frais quand vous livrez ? On fait aussi du frais dans les grandes villes aujourd'hui, Paris, Lille, Bordeaux et Lyon, et bientôt dans d'autres villes en France. Mais en fait, le magasin, en fait, c'est comme un stockage
extrêmement coûteux en énergie parce que c'est des produits qui sont réfrigérés, qui sont congelés et stockés et ça prend de la place. Voilà, ça prend de la place, c'est de l'énergie, etc. Et donc même quand on compare, en fait, il vaudrait mieux, en fait. Et nous notre vision, donc après on nous dit, oui, mais du coup vous participez à la destruction du petit commerce local. Et alors en fait la réalité, c'est que quand on demande aux gens où ils font vraiment leurs courses, la majeure partie de leurs courses, pour le français moyen. Je parle pas du français qui vit dans une ville très dense comme Paris, où il y a 1 milliard d'opportunités de magasins autour de chez lui, et c'est souvent là, il y a des gens qui ont fort pouvoir d'achat, et donc ils vont aller dans le magasin en bas de chez eux, ils vont payer un peu plus cher, c'est pas très grave. La plupart des Français, quand même, ils regardent le coût de leurs achats, et en fait, ce qui se passe, c'est que ils n'achètent que 10-20% en fait de l'intégralité de leurs courses dans la petite épicerie en bas du coin. Il y a toujours un trajet au supermarché, au moins une fois par mois, pour faire les grandes courses. Et nous, c'est ça qu'on veut remplacer. Nous, on veut que les gens arrêtent de faire ce trajet au supermarché, et on veut leur libérer du pouvoir d'achat pour qu'ils puissent dépenser davantage dans leur petite épicerie de quartier, où il y a des produits locaux que nous, on n'arrivera jamais à faire. On n'arrivera jamais à avoir des produits hyper locaux dans chaque région de France, et ça, on le laisse aux petites épiceries. Donc, allez acheter votre fromage local, votre pain local, chez votre maraîcher local, mais la boîte de pois chiches, en fait, qui est la même partout en France, ça n'a pas d'intérêt, en fait, de la stocker dans un magasin en bas de chez vous. Elle peut venir d'un entrepôt unique, ça permettra d'économiser de la place et de l'énergie pour d'autres choses. Ok, donc ça, c'est un peu la réponse que tu apporterais sur le fait de dire... vous tuez les petits commerces parce que vous faites c'est pas de la dark kitchen, mais en gros du dark magasin, quoi. Vous avez un entrepôt invisible, mais qui du coup centralise tous les achats. Les épiceries de quartier pourraient se dire, tiens, on va mourir à cause d'un Lafourche qui va nous prendre 50% de notre CA. Ouais, et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au contraire, quand les gens sont adhérents depuis un moment à Lafourche, ils augmentent leurs dépenses dans les petites épiceries de quartier. De proximité, parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat. En fait, ils ont... Et elles se transfèrent sur des produits qui sont davantage locaux. Ok, donc à Paris, des petits pois, quoi. Des camards ou des champignons. Ouais, puis après il y a aussi des commerces qui sont spécialisés, hein. Je pense à votre boucher, à votre traiteur, à votre fromager. Voilà, c'est des produits qui sont en contact direct producteur, et même si c'est pas des produits locaux, ça nécessite en fait un vrai savoir-faire de sélection que nous on n'aura pas vocation en fait à à rentrer en concurrence avec, quoi. C'est quoi votre je pense qu'après j'aimerais bien qu'on passe un peu sur votre modèle du coup de ce que tu disais sur l'adhérent. Mais avant ça, c'est quoi votre limite, tu vois, tu disais il faut qu'on atteigne un volume de vente. Est-ce que vous voyez une limite écologique, un plafond sur Lafourche, ou est-ce que tant qu'on est en concurrence avec Carrefour et Leclerc, en fait on peut continuer à progresser? Est-ce que vous vous êtes mis des seuils, des paliers, des trucs à respecter? Nous, on a l'avantage d'être dans un business qui est vraiment vertueux, quoi. Et on est devenu entreprise à mission, concomitamment à notre levée. Donc, on a inscrit dans notre statut différents éléments de notre mission, hein, qui est donc la démocratisation de la consommation responsable. Et donc, en fait, nous, plus on grossit, comme les externalités sont relativement positives de notre modèle, ça veut dire plus de livraison, donc moins d'impact carbone. Ça veut dire des économies de pouvoir d'achat pour nos adhérents. Ça veut dire des producteurs qui sont mieux rémunérés. Ça veut dire une augmentation de la consommation de bio en France, donc l'aide à l'installation d'agriculteurs et d'agricultrices. Donc il n'y a pas vraiment de... C'est pour ça quand tout à l'heure, je te parlais on voulait vraiment vérifier que notre modèle soit positif en fait du début à la fin, qui crée quelque chose de vraiment vertueux. Je pense qu'on a réussi à faire ça, et après pour moi ce sera vraiment avec la croissance et avec le volume, on va pouvoir aller plus loin sur par exemple décarboner une partie de la livraison, ne plus utiliser des camions à essence, mais voilà, du 100% électrique, aller sur davantage de création de filières, donc être en contact direct avec les producteurs et faire des accords sur la durée. Donc quand on crée une filière, en fait on achète des produits sur plusieurs années, ce qui apporte une sécurité financière à l'agriculteur, plutôt que tous les ans de le remettre en concurrence, etc. Ouais.
Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller encore plus loin, créer une gamme de produits qui soit encore plus engagée que simplement bio. Aujourd'hui, on fait déjà ça sur, par exemple, tous nos produits exotiques sont commerce équitable, mais on pourrait aller encore plus loin, par exemple sur les produits français et faire du commerce équitable, ce qui existe, Nord-Nord. On travaille avec Agriéthique, qui est le premier label de commerce équitable Nord-Nord. En fait, on s'engage, par exemple, à payer les producteurs de lait français, parce qu'on sait que c'est ceux qui souffrent le plus, les producteurs de lait bio, et même en conventionnel d'ailleurs. On s'engage à les payer plus que ce que le marché, les prix fixés par le marché. Donc on pourrait aller dans cette logique de mieux rémunérer les agriculteurs. Donc on pense vraiment que plus on va se développer, en fait, plus notre modèle aura des externalités positives, étant donné qu'il n'y a pas tellement d'externalités négatives. Et en fait, c'est pour ça que, quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on voulait faire, moi, je veux pouvoir créer un business qui marche encore dans un monde décroissant. En fait, dans un monde, on va dire, post-prise de conscience, quand on va devoir être dans une économie plus sobre, aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que 80% de ce qu'on produit n'a aucun intérêt pour la survie de notre espèce. 80% de l'énergie aujourd'hui de la création de PIB n'a absolument aucun intérêt. C'est des produits qui sont inutiles, qui sont créés par des besoins qui sont factices, poussés par de la publicité. On pourrait très bien vivre heureux avec 20% de ce qu'on possède. On ne pourra jamais se passer de bien manger. En fait, on ne pourra jamais se passer d'utiliser du savon. Enfin voilà, on vend vraiment des produits essentiels. Donc nous, on est un peu un modèle qui fonctionne en période classique, on va dire comme aujourd'hui, et en période, on va dire, post-croissance, quoi. Oui, très clair. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir du coup du bio après avoir dit ça? Est-ce que déjà les agriculteurs ont envie de cette transition pour la plupart? Et qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Qu'est-ce qui est possible? C'est difficile à dire parce que ça dépend énormément aussi des décisions politiques. La PAC, là on l'a vu avec la loi du plomb. Clairement, en ce moment, on est dans un retrait du soutien politique à la filière bio, mais en même temps, c'est une filière qui continue de croître. Je pense qu'en France, on a pris du retard du fait de... historiquement, la France, c'est un peu un pays paradoxal parce que c'est le pays qui à la fois émet le plus grand nombre de doutes et de critiques envers le système en général, sur les dérives du système. On a été par exemple le pays qui a le plus critiqué l'implantation de la malbouffe via McDonald's en France, et aujourd'hui on est le deuxième marché au monde de McDonald's. Donc on a un pays de contradictions. Le champion de la dissonance. Exactement. Mais bon, quand on regarde globalement dans des pays qui sont, on va dire, plus avancés dans leur réflexion que nous, en Autriche, en Allemagne, dans les Nordiques, la consommation de bio en fait augmente avec le niveau de vie des gens et la prise de conscience globalement. Donc en Autriche, ils ont dépassé les 10%. En Allemagne, je crois que c'est aux alentours de 10%. En Autriche, c'est quasiment 15% du marché. Donc c'est 3 fois plus qu'en France. Donc moi, je suis assez confiant dans le fait que, en tant que consommateur, il n'y a pas énormément de choses qu'on puisse faire. Il y a plein de choses qu'on puisse faire pour essayer de réduire son empreinte et de vivre avec un mode de vie un peu plus sobre, respectueux de l'environnement. Et un des premiers éléments, c'est sa consommation quotidienne de produits. Pourquoi ? Parce que l'empreinte des produits alimentaires, elle est énorme parce qu'on en consomme tous les jours. Évidemment que l'empreinte du transport est faramineuse. Bon, ça, c'est un petit peu à part. Mais d'autres produits, en fait, si c'est des produits où il n'y a pas une récurrence d'achat qui est énorme, en fait, les produits alimentaires, c'est tous les jours, quoi. Donc, ça, à la fin de l'année, ça a quand même un impact très fort. Et donc, c'est un des premiers leviers, en fait, pour travailler justement sur ses limites planétaires, sur sa sobriété, sur l'impact de notre consommation. Et donc, moi, je suis assez confiant que les consommateurs, au fur et à mesure de la prise conscience des défis écologiques qui sont d'autant plus prégnants d'année en année, vont se tourner vers davantage de bio. Après, là où je peux pas répondre, ce sera le soutien qu'apportera le politique ou pas. Est-ce que le politique va essayer de saper en fait le label bio en créant une multitude d'autres labels qui sont moins exigeants, en faisant croire aux consommateurs qu'il pourra s'en sortir avec ça? Peut-être. Ou est-ce qu'à un moment, les politiques vont pouvoir vraiment pousser le bio, s'en emparer en disant c'est une des solutions à la transition? J'espère. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura toujours, même si c'est une minorité,
une partie des consommateurs qui ne feront pas défaut au bio, continueront à y croire, continueront à le pousser. Et aujourd'hui, encore une fois, on est à 6%, et nous, on voit que les gens en venant chez nous, ils augmentent. Donc, on est assez confiant qu'on a encore de beaux jours devant nous, quoi. Tu parlais du coup de l'action citoyenne. Il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué, c'est comment est-ce que du coup vous pouvez être une marque et co-créer avec vos adhérents. Tu me parlais quand on préparait cet épisode du fait que en fait certains prix sont votés par les adhérents. J'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne et si du coup vous voyez peut-être des tendances des adhérents qui sont prêts à payer plus cher pour avoir un produit plus bio, plus juste, plus équitable, ou au contraire, justement, si vous avez des gens, et ce serait peut-être un peu la preuve que vous n'avez pas que des militants dans votre base de données, si vous avez des gens qui parfois sont plutôt à considérer le prix plutôt que le produit le plus parfait. En fait, c'est des choix qui sont vraiment... Il y a toujours une tension entre le prix et l'engagement et la qualité. Enfin, ça existe toujours. Je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est que je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol du consommateur à juste titre, vraiment juste titre, de s'être fait flouer et mentir pendant des années par la grande distribution. On en est arrivé à la grande distribution et aussi, on va dire, à l'industrie agroalimentaire. On est arrivé à des aberrations telles que, voilà, il y a du miel sans miel, alors que c'est indiqué miel, enfin c'est de la fraude pure et simple. Il y a de la confiture de fraises sans fraises, où on met juste les pépins, de l'arôme de fraise et du sucre. Il y a eu du cheval dans les hachis parmentiers. Donc il y a eu tellement de scandales alimentaires en fait. Et c'est vraiment, tout ça vient aussi, je pense, d'une conviction profonde dans ces milieux de l'agroalimentaire et de la grande distribution, que le consommateur ne sait pas ce qui est bon pour lui. Le consommateur, en fait, est un peu infantilisé. Il sait pas ce qui est bon pour lui. Il comprend pas. Les chaînes d'approvisionnement sont complexes. On est un peu obligé de faire ça. Ah ben, vous voulez manger pas cher, on va vous donner de la merde. Et bien fait pour vous. Il y a un peu ce truc-là de mépris, en fait, du consommateur qui a mené à cette dérive absolument ubuesque de mentir sur ce qu'il y avait dans les produits. Et en fait, nous, on s'inscrit vraiment en faux complet par rapport à ça. Et je pense qu'on l'a prouvé parce que on a lancé notre marque propre donc il y a 5 ans maintenant. On a plus de 400 produits qui ont été co-créés avec notre communauté. Et comment ça marche en fait ? C'est que nous, notre conviction, c'était de se dire en fait, le consommateur, quand il a les bons éléments et les bonnes informations pour bien choisir, en fait, il est intelligent. Il fait les choix les plus intelligents pour lui, pour l'environnement. Et oui, il est soumis à des contraintes budgétaires, mais au moins elles sont claires, elles sont clairement exprimées, et ça permet de s'ajuster. Et en fait, on se rend compte que la volonté de mieux faire, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on estime. Et donc nous, on a sur tous les produits qu'on a créés. Donc pour chaque produit qu'on crée, il y a un questionnaire qui est mis en ligne sur le site, avec les différents éléments du cahier des charges. En fonction des produits, si je peux prendre l'exemple que je prends toujours, c'est l'huile d'olive. On avait par exemple l'origine. Est-ce que c'est une origine française ? Est-ce que c'est une origine espagnole ? Est-ce que c'est une origine italienne ou tunisienne ? Est-ce que c'est un emballage qui est en verre ou en alu ? Est-ce que c'est une méthode de production qui est automatisée, semi-automatisée ou manuelle ? Il faut savoir que c'est pas les mêmes champs. Les champs d'oliviers qui sont automatisés, ils sont plantés de manière un peu plus espacée pour qu'il y ait des machines qui puissent passer entre les arbres et les secouer, plutôt que ce soit à l'ancienne avec des bâtons sur lesquels on vient taper les branches et récupérer les olives dans des filets. Et donc ça a un coût, c'est un peu plus d'impact carbone aussi de faire venir des machines, etc. Et donc on crée un cahier des charges, les adhérents peuvent voter et en fonction de leur choix voient le prix qui varie en temps réel. Et là où on a apporté une innovation un peu à cette technique-là, qui avait été mise en place par d'autres entreprises comme C'est qui le patron par exemple, c'est d'indiquer aussi l'impact carbone généré par la méthode de production choisie. Et donc là, on prend les analyses de cycle de vie, donc c'est vraiment l'intégralité de la chaîne, c'est très scientifique. C'est des données qui sont issues de l'ADEME, des bases données de l'ADEME. Et donc on se rend compte qu'en fait,
Bah oui, il y a une contrainte budgétaire, mais en fait, quand on explique aux gens pourquoi c'est plus cher, en fait, pourquoi ce produit-là est plus cher, bah parce que en fait, il y a plus de main d'œuvre, parce que comme il n'y a pas de pesticides, il faut désherber à la main, on peut pas utiliser de machines, ou il y a un peu plus de machines parce que justement c'est plus compliqué, etc. Bah les gens comprennent, ils disent ah oui, en fait ça vaut le coup, je peux payer 10 centimes de plus parce que oui, je pense que ça crée de l'emploi en France. Pareil sur l'origine française, à un moment les gens vont se dire ah oui, si c'est en France, je peux payer 10-20% en plus. Mais pas au-delà. Parce qu'au-delà, en fait, le gap est trop important. Et ce qui était rigolo, c'est pour l'huile d'olive, où en fait, on avait fait la première version du questionnaire, où en fait, le prix n'était pas indiqué en haut de la page, il ne restait pas affiché, il fallait scroller en bas de la page pour avoir le prix. Et donc, on lance le questionnaire et on voit qu'il y a 90% des gens qui choisissent une origine française. Une huile d'olive d'origine française, qui était 3 fois plus chère que l'origine espagnole. Et alors, il faut savoir que la raison pour laquelle, en plus, pour moi, elle est moins politique. La raison pour laquelle l'huile d'olive française est plus chère, c'est pas une question de coût de la main-d'œuvre, c'est une question de productivité des espèces d'oliviers qu'il y a en France, en comparaison avec les espèces d'oliviers qu'il y a en Espagne. C'est pas les mêmes espèces, c'est pas exactement le même climat. Il fait moins chaud en France, et donc les espèces espagnoles sont 3 fois plus productives, tout simplement. Donc là, c'est vraiment une question de terroir, de climat, donc faut pas vraiment jouer là-dessus, quoi. Ouais. Et donc on s'est dit mais c'est bizarre quand même qu'ils choisissent une huile d'olive à l'époque elle était à 7 €, elle a un peu augmenté maintenant, une huile d'olive à plus de 20 € pour la française vs 7 € pour l'espagnole. Et en fait on a remis le prix en haut. Et donc tout de suite il y a eu un inversement de la tendance, et on a eu 80% des avec gens la tension prix qui a pris le relais. Exactement, et là c'était 3 fois plus cher, donc 20 € le litre pour une huile d'olive, c'est vraiment beaucoup. Mais on a eu énormément de gens qui nous ont dit en effet, c'est trop cher parce que nous, on veut une huile d'olive du quotidien, mais on serait aussi content d'acheter une huile d'olive française. Et donc, très peu de temps après, on a lancé une huile d'olive française qui est plus chère, mais qui est utilisée, on va dire, moins pour faire la cuisine, mais plus des occasions un peu spéciales, dans les salades, etc. C'est pas l'huile d'olive qu'on va utiliser tous les jours, mais qui aujourd'hui est aussi une belle vente. Donc voilà, il faut essayer de... Moi, je pense que vraiment, avec de la transparence et de la pédagogie, en fait, les gens comprennent les choses et les gens sont intelligents, quoi. Il faut les pousser comprennent. à prendre le temps de pas juste traîner en rayon et se dire la différence de prix, c'est la différence de marque, et vraiment essayer de comprendre en fait ce qu'on nous remet dans l'assiette. J'avais enregistré un épisode avec Adrien Henriet, qui est chef et qui parle de réenchanter l'alimentation et de reconnecter nos assiettes à notre sol, à notre terre, qui me racontait que quand ils faisaient des ateliers en école primaire, les enfants comprenaient pas que les carottes c'était pas épluché dans des sachets quand tu les trouves dans la terre, quoi. Non, mais il y a des trucs absurdes. Enfin, il y a des écoles où en fait la moitié des enfants dessinent des poissons avec de la panure. Si on demande de dessiner un poisson dans son état naturel, vous allez dans des zones qui sont un petit peu sinistrées, les enfants ont jamais vu de vrais poissons, quoi. Et donc oui, ça il y a une éducation très importante à faire. Mais je mets au défi n'importe quel consommateur d'aller dans un supermarché et de savoir d'où sont issus les produits et comment sont fabriqués la plupart des choses qui sont dans les quand tu étals, parlais de l'huile, moi je me voyais là, on a un Auchan à 30 mètres à côté, qui est énorme d'ailleurs pour un Auchan parisien. Il doit faire plus de 2000 mètres carrés, enfin c'est monumental. Et t'as des rayons entiers d'huile, et vraiment quand j'arrive là, j'ai des maux de crâne, quoi. Juste à me dire, ok, il va falloir que j'arrive à faire un choix, que je regarde les étiquettes, que je sache d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est 2 fois plus chère que l'autre, est-ce que c'est l'emballage, est-ce que c'est la marque, est-ce que c'est la provenance, est-ce que c'est, tu disais, la qualité de l'olivier. Et c'est trop dur, quoi. C'est vraiment trop dur. Et puis ça, c'est complètement quelque chose qu'on résout aussi avec La Fourche, c'est la question de la charge mentale. D'ailleurs, on avait regardé, nous, la plupart, à peu près 80% de nos adhérents sont des adhérentes. Ouais. Malheureusement, en France, la charge mentale des courses est encore supportée majoritairement, massivement par les femmes dans les couples. Et c'est une charge qui s'ajoute à une multitude de charges mentales que les femmes supportent en plus des hommes, mais voilà, s'occuper des enfants, etc. Et donc c'est un vrai poids en plus, parce qu'il y a une question de j'ai envie de faire des bonnes affaires, j'ai pas envie de me faire avoir sur le prix, donc je vais aller quand même chercher des réductions, les marques sympas, etc. Et en plus j'ai pas envie détruire la planète, quoi. J'ai envie de faire les choses bien, ou ma santé. Et donc il y a ce triptyque de je veux faire un bon plan, je veux des produits qui sont bons d'un point de vue organoleptique, quoi, qualitatif, gustatif,
et qui sont bons pour ma santé et l'environnement. C'est hyper compliqué quand on est dans des rayonnages de supermarché de faire son choix. Et donc, on finit par prendre le troisième moins cher. Voilà. Pas le moins cher, pas le moins cher, mais celui au-dessus, qui est pas à la hauteur des yeux, mais qui est juste en dessous. Et tu réfléchis plus le truc de façon rationnelle, tu le réfléchis exactement comme les grandes distributions veulent que tu réfléchisses, quoi. Exactement. Et donc nous, ce choix-là, en fait, on le facilite pour le consommateur puisqu'on a choisi les meilleurs producteurs, on a un cahier des charges qui est hyper exigeant, et donc on leur dit, en fait, voilà, cette charge mentale-là, on la prend sur nous, quoi. Et maintenant, vous avez qu'un catalogue où il y a que des produits qui sont super bons sur tous ces aspects-là. Et tiens, nous, on a... je crois qu'on a 55% d'auditeurs et 45% d'auditeuristes. Est-ce que tu veux qu'on inverse la charge mentale et on propose un code de réduction pour ceux qui veulent s'engager avec la fourche? Et comme ça, on aura peut-être plus d'hommes qui vont arriver à la fourche. T'es chaud? Ouais, carrément. Vous avez un programme d'ailleurs ou pas de partenariat, affiliation ou genre de truc? Complètement. On a un programme de partenariat. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on en mette un, je t'en ferai un. On se met un petit code promo pour les auditeurs qui seront venus jusqu'au bout de cet épisode, au bout d'une heure. Ce sera un mot de code. Ouais, avec plaisir. Comme ça, vous bénéficierez, si vous êtes venus jusqu'à la fin, vous pourrez bénéficier du code promo de la fourche. Avec grand plaisir. Et trop cool. Merci beaucoup d'être passé dans le podcast, Lucas. C'était très, très sympa. Merci Xavier de m'avoir invité. Je comprends beaucoup mieux comment ça fonctionne, quels sont un peu les leviers pour développer cette filière, quelles sont les difficultés aussi du passage à l'action pour de vrai sur ces marchés-là. Et puis, un peu surpris du coup que ce genre de modèle, on pourrait dire disruptif, de levée de fonds, un peu start-up, avec un truc vraiment différent. On pourrait se dire l'alimentation, c'est vieux comme le monde. L'agriculture, ça a 10 000 ans. C'est inspirant qu'on arrive encore à innover sur ce secteur-là en proposant des choses qui sont à la fois fidélisants, à la fois qui redonnent un peu de pouvoir et en même temps qui enlèvent un peu de charge mentale, qui permet de réduire ton empreinte carbone et en même temps d'améliorer ta santé. J'ai l'impression qu'on a un peu le meilleur moment. Je suis pas en train de faire ta pub, mais c'est un peu le sentiment avec lequel je ressors de cet épisode et je trouve ça assez inspirant. C'est cool. Écoute, merci de le résumer comme ça. Et oui, c'est vrai qu'on est assez fiers d'avoir créé ce modèle. Et pour terminer sur, tu me posais la question de comment on s'est lancé, pourquoi on s'est lancé, etc. Moi, quand on a défini ce modèle-là, j'avais la conviction que j'étais au meilleur endroit possible avec mes compétences et mon background pour pousser la transition. Il y avait pas un domaine dans lequel je pourrais aller aussi loin, aussi vite que ce domaine-là et avoir l'impact le plus important sur l'accélération de cette transition qu'on appelle de nos voeux. Et je pense qu'effectivement, oui. Alors, tu disais entre 25 et 50% des émissions de CO2 qui sont liées à l'agriculture. Il me semble que l'ADEME dise 30%, un tiers en gros. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a forcément des trucs à faire sur ce secteur. Et j'ai l'impression qu'en plus, c'est un truc qui permet à la fois de réfléchir, à la fois de mettre les mains dans le cambouis, des gens qui ont un peu ton parcours. Alors toi, c'était assez soudain. C'est quand même une grosse bifurcation, mais tu vois, j'ai dans mon réseau de personnes engagées beaucoup de gens qui se disent « Ok, moi, mon prochain projet, c'est d'aller récupérer une terre, d'aller travailler, d'aller transformer une exploitation conventionnelle en exploitation maraîchère ou d'autres types d'agriculture beaucoup plus responsables. Et du coup, je trouve ça assez cool d'avoir des gens qui essayent de prendre ça en main et de se dire qu'on va réussir à en faire quelque chose, même si on sait que c'est quand même un métier difficile. Je pense que c'est cool qu'à toutes les étapes du cycle de l'alimentation, on arrive à reprendre un peu la main là-dessus. Ouais, et puis c'est quand même la base de notre... de la vie, quoi. Ce qu'on mange, c'est la base de la pyramide de Maslow, c'est nos besoins fondamentaux et primaires. Hugo Paul, qui est passé au début de l'été, là, je sais pas si tu vois qui c'est, un jeune qui a 26 ans et qui a passé 1 an dans 8 communautés différentes à aller rencontrer des gens et à comprendre ce qui fait qu'on fait ce qu'il dit faire tribu. Donc il est allé dans un monastère, il est allé s'enfermer dans une retraite en silence, il est allé chez des Inuits, il est allé dans un camp scout, etc. Il dit en fait, un des trucs qui nous unit pour de vrai, c'est la commensalité, le fait de manger ensemble. Et ça, ce partage-là, il dit, il n'y a rien d'autre que j'ai retrouvé de commun dans toutes les communautés. Donc effectivement, c'est vraiment un truc de base humain, je pense, et même dans d'autres espèces vivantes, je pense que c'est un truc commun aussi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc remettons-le ensemble, au centre, et essayons de mettre sur notre table des produits qui ne détruisent pas notre environnement et notre capacité à nous nourrir dans les années à venir. Complètement. Merci pour cette belle conclusion. Quant à nous, merci d'être venu jusqu'au bout de cet épisode. Si vous êtes encore là, si vous faites partie de nos auditeurs préférés, et c'est vraiment le moment de mettre des étoiles, de vous abonner, de partager le podcast à ceux à qui vous avez envie de le partager, de nous envoyer des petits messages aussi sur Instagram, sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver Lucas Lefebvre sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver La Fourche sur Instagram, sur LinkedIn aussi. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message si vous avez des questions sur l'adhérent, sur comment ça fonctionne. Vous avez probablement la possibilité de vous faire livrer chez vous si vous habitez en France aujourd'hui, ou même en Allemagne, en Autriche, il me semble, c'est ça ? En Allemagne, en Autriche, en Belgique. Et en Belgique. Donc pour tous les Belges francophones qui nous écoutent, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !